Dépenses américaines en médicaments sur ordonnance. 805 milliards de dollars en 2024. Croissance annuelle, 10,2%. Un sureau noir vit 20 ans, le Mahonia, 30. La berbérine de sa racine a confirmé une activité antibactérienne contre le SARM en 2025. On plante une fois, on récolte pendant des décennies. Voici le chiffre qu'on voit rarement réuni au même endroit. 805,9 milliards de dollars. C'est ce que les Américains ont dépensé en médicaments sur ordonnance en 2024, soit 10,2% de plus que l'année précédente, selon le rapport annuel de la SHP. Pas un pic ponctuel, une hausse régulière, appelée à se poursuivre entre 6 et 9% par an sur les 5 prochaines années. Mais ce chiffre n'est même pas la partie inconfortable. La partie inconfortable, c'est ce qui arrive aux médicaments que cet argent achète. Le CDC recense 2,8 millions d'infections résistantes aux antibiotiques chaque année aux États-Unis. Plus de 35 000 personnes en meurent chaque an. SARM. C'est difficile. Tuberculose pharmaco-résistante. Ce ne sont pas de rares cas d'école, c'est documenté dans les hôpitaux de chaque État. Et les chiffres montent. À l'échelle mondiale, l'antibiorésistance coûte déjà 66 milliards de dollars par an en dépenses de santé. Sans nouvelle solution, ce chiffre devrait atteindre 159 milliards par an d'ici 2050. Le NIAID a dépensé à lui seul 565 millions de dollars pour la recherche sur la résistance pendant l'exercice 2023. Et des milliards de plus passent par les pipelines pharmaceutiques pour tenter de résoudre un problème qui continue d'aller plus vite que les solutions. Voici ce qu'on mentionne rarement à côté de ces chiffres. Cela fait des décennies que des chercheurs publient dans des revues à comité de lecture des travaux sur l'activité antimicrobienne de composés végétaux, berbérine, thymol, acide rosmarinique, cyanidine, acide ursolique. Chacun a des valeurs de CMI mesurées, concentration minimale inhibitrice, contre des pathogènes cliniques dont le SARM et E. coli. Ce ne sont pas des citations de remèdes populaires. Ce sont des chiffres de labo publiés dans des revues comme Frontiers in Microbiology et PMC. La berbérine, en particulier, a encore confirmé en février 2025 un effet antibactérien direct sur la synthèse de la paroi cellulaire du SARM. Pourquoi ces études n'atteignent-elles pas un public plus large ? La réponse est structurelle, pas complotiste. Faire approuver un composé par la FDA coûte 1 à 3 milliards de dollars et prend plus de 10 ans. Cet investissement ne se récupère qu'avec une exclusivité de brevet. Or, la berbérine n'est pas brevetable, ce n'est pas une molécule nouvelle. Elle se trouvait déjà dans la racine du Mahonia, bien avant l'existence de la moindre entreprise pharmaceutique. Pas de brevet, pas d'exclusivité, pas de retour sur un processus à 2 ou 3 milliards. Pas de budget pour promouvoir des résultats que des chercheurs indépendants publient quand même. Ce n'est pas de la censure. C'est la logique élémentaire du ROI. Et c'est exactement pour cela que les données évaluées par les pairs sur ces 7 plantes existent dans la littérature scientifique, pendant que les journaux télévisés préfèrent te parler de la facture des médicaments. La question de ce qui fait d'une plante un antibiotique naturel a une réponse précise, et ce n'est pas la tradition. C'est un chiffre, CMI, concentration minimale inhibitrice. La plus petite quantité d'un composé nécessaire pour arrêter la croissance bactérienne dans des conditions de laboratoire contrôlées. Quand une étude indique une CI50 égale 2,9 micromolaires pour la cyanidine, 3-O-rutinoside contre S-aureus, ce n'est pas une impression générale. C'est une mesure reproductible. La moitié de la population bactérienne est morte à cette concentration exacte. C'est le même type de données que les laboratoires pharmaceutiques utilisent pour présélectionner des candidats avant de dépenser des milliards en essais. Chaque plante de cette liste y figure sur la base de données de CMI, publiés contre des pathogènes cliniques, pas sur des traditions populaires. Sureau noir, Sambucus nigra, cyanidine, 3-O-rutinoside, antibactérienne contre S-aureus, antivirale. Mahonia, Mahonia acifolium, berbérine, concentrée dans la racine, confirmée contre le SARM, E. coli, candida. Romarin, acide rosmarinique, acide carnosique, S-aureus, E. coli, P. aeruginosa. Thym, thymol, carvacrol, large spectre, y compris contre les souches formant des biofilms. Sauge, acide ursolique, pathogène gram-positif, lavande, linalol, S-aureus, E. coli, antifongique, achillée millefeuille, achilline, lutéoline, antimicrobienne et anti-inflammatoire à la fois. 7 plantes, 7 cibles moléculaires distinctes. La berbérine contre le SARM ne se contente pas d'inhiber la croissance,
Elle perturbe physiquement la membrane cellulaire bactérienne. Des images en microscopie électronique, en transmission publiées dans Frontiers in Microbiology, montrent directement les dégâts structurels. Le mécanisme qu'elle emploie, la perturbation de la synthèse des acides teichoïques de la paroi, contourne précisément les cibles auxquelles le SARM a déjà appris à résister. C'est pour cela qu'elle est activement étudiée comme traitement adjuvant en clinique et non rangée dans un tiroir médecine alternative. Et elle n'a pas besoin d'agir seule. Combinée au triméthoprime, la berbérine a montré un effet antibactérien synergique contre le SARM dans une étude publiée sur PMC en 2024. Le composé ne remplace pas les antibiotiques existants. Il les renforce. C'est un argument même pour ceux qui n'ont aucune intention de quitter la médecine conventionnelle. La limite honnête, c'est la suivante. La plupart de ces composés ont de solides preuves in vitro et des études cliniques prometteuses. Les grands essais randomisés contrôlés n'existent pas. Non parce que la science a échoué, mais parce que ces essais coûtent 1 à 3 milliards de dollars et exigent une exclusivité de brevet pour rentabiliser l'investissement. L'absence d'essai n'est pas une absence de preuve, c'est une absence de ROI. Une variable change tout, chaque composé actif se concentre dans une partie précise de la plante. La berbérine est dans la racine du Mahonia, pas dans les feuilles, pas dans les baies. L'acide rosmarinique culmine dans les feuilles fraîches de romarin. Le séchage à haute température en détruit jusqu'à 40%. Mauvaise partie, mauvaise méthode. Et la dose qui a produit les résultats de labo n'arrive jamais jusqu'à la préparation. Le sureau noir est la plante la mieux documentée de cette liste, et aussi la plus mal utilisée. Le Sambucus nigra pousse dans les zones USDA 3 à 9, atteint 1,8 à 3,7 mètres, donne sa première vraie récolte en année 2 ou 3 et peut produire 4,5 à 6,8 kg de baies par an à maturité. Un seul arbuste bien établi vit 20 à 30 ans. Un jeune plant de pépinière locale coûte 8 à 15 dollars. Ensuite, le calcul est simple. Les composés actifs, cyanidine 3O, rutinoside, et cyanidine 3O, glucoside, se trouvent dans les baies mûres, entièrement noires, entièrement mûres. Pas rouge foncé, pas cueilli trop tôt. Les baies immatures contiennent davantage de sambunigrine, un glycoside cyanogène qui provoque nausées et vomissements. C'est de là que vient la réputation du sureau dangereux sur les forums d'autonomie. 15 à 20 minutes de chaleur détruisent complètement la sambunigrine. Les composés de cyanidine, eux, survivent. Sauter cette étape n'est pas un raccourci. C'est la différence entre une préparation efficace et un problème gastro-intestinal. Le sirop, une tasse de baies séchées, 3 tasses d'eau, 45 minutes à petit feu jusqu'à réduction de moitié, filtrer, puis ajouter une tasse de miel, cru seulement quand le liquide descend sous 40 degrés Celsius. Au-dessus, l'activité enzymatique du miel se dégrade. Conservation, 2 à 3 mois au réfrigérateur. Coût après la première récolte, 0, contre 15 à 25 dollars pour 120 ml de sirop de sureau du commerce chez Nature's Way ou Sambucol. Un essai randomisé contrôlé publié en 2016 dans Nutrient a suivi des voyageurs aériens prenant du sureau. La durée du rhume est passée de 7,05 jours à 4,96. Une autre analyse, par Roche, a comparé des associations sureau-échinacées au Tamiflu sur 5 jours d'évolution grippale avec une certitude modérée d'équivalence. Ce sont des données contrôlées, pas des témoignages. Le Mahonia aquifolium, repose sur un mécanisme entièrement différent. C'est un persistant tolérant l'ombre qui pousse dans les zones 5 à 9, atteint 0,9 à 1,8 mètres, et prospère sous couvert arboré, là où la plupart des plantes antimicrobiennes ne poussent pas. Il vit plus de 30 ans. On peut prélever des racines latérales à partir de la 3e ou 4e année sans tuer la plante. Un rendement durable qui continue indéfiniment. La berbérine se concentre dans la racine et l'écorce de racine à des niveaux 5 à 10 fois supérieurs à ceux des feuilles ou des baies. Son mécanisme contre le SARM est précis. Elle augmente la perméabilité de la membrane bactérienne et inhibe directement la synthèse des acides teichoïques de la paroi, un composant structurel dont le SARM dépend, et que les antibiotiques classiques ne ciblent pas de la même façon. C'est pour cela que le SARM n'a pas développé contre elle la même voie de résistance que celle qui rend les traitements conventionnels inefficaces. Préparation en teinture, racines séchées au ratio 1:5 avec de l'éthanol à 60 à 70%. Une vodka à 60% fait l'affaire, macération 4 à 6 semaines. 1 à 2 ml, 3 fois par jour, dès l'apparition de symptômes aigus. L'ébullition détruit la structure alcaloïde de la berbérine dans l'eau au-dessus de 70 degrés Celsius. L'extraction alcoolique la préserve. Des marques comme Herb Farm vendent l'extrait de racine de Mahonia, 18 à 35 dollars les 60 ml.
La racine récoltée sur un plant acheté 10 à 22 $ après 3 ans ne coûte rien et fournit le même composé. Le biofilm, c'est la raison pour laquelle des gens en sont à leur 3e antibiotique pour la même infection. Ce n'est pas une métaphore, c'est une structure physique. Certaines bactéries, dont S. aureus et E. coli, sécrètent autour d'elles une matrice polymérique qui fait barrière. La pénicilline atteint la surface du biofilm et s'arrête là. La colonie de sous-survie se reconstruit et le cycle recommence. L'industrie pharmaceutique dépense actuellement des milliards pour développer des molécules anti-biofilm. Le thymol, principal composé du thym, que l'on peut acheter sous forme de plan à 3 $, a montré dans une étude de 2025 une réduction de 50% de l'activité métabolique du biofilm chez des bactéries gram-négatives, avec une perturbation directe de la biomasse d'un biofilm déjà établi, pas seulement de la prévention. Une perturbation de ce qui est déjà là. Le thym, Thymus vulgaris, pousse dans les zones 4 à 9, supporte la sécheresse une fois installé et peut être récolté dès la première année. Chaque plant vit 3 à 6 ans, mais le thym se multiplie par division et occupe son espace en continu. En pratique, c'est une culture permanente après la première plantation. Coût d'un plant, 3 à 8 $, en pépinière ou en ligne chez Mountain Valley Growers ou Richter. Le thymol se concentre dans la partie haute de la tige, pas seulement dans les feuilles. Il faut récolter les 10 à 15 premiers centimètres de chaque pouce, feuilles et fines tiges ensemble. C, MI contre E, coli, 125 microgrammes par millilitre, contre S. aureus, 250 microgrammes par millilitre, contre le biofilm du SARM, inhibition significative à des concentrations sous la CMI, ce qui veut dire que le composé perturbe la structure à des doses inférieures à celles nécessaires pour tuer les cellules libres. Une revue systématique de 2024 dans Frontiers in Pharmacology a testé le thymol et le carvacrol en combinaison avec des antibiotiques conventionnels. 68 combinaisons testées, 68 résultats synergiques ou additifs. 0 effet antagoniste dans toutes les associations. Aucun antibiotique testé n'a moins bien fonctionné en présence de thymol. Préparation. Thym frais tassé dans du miel cru, au ratio 1 pour 3, infusion 2 à 4 semaines, une cuillère à café 3 fois par jour pendant les infections respiratoires. Autre option, une poignée de tiges fraîches dans un bol d'eau chaude, visage au-dessus pendant 10 minutes. L'huile essentielle de thym chez des marques comme Plant Therapy coûte 12 à 20 $ les 15 millilitres. Soit environ 2 mois d'usage. La plante produit le même composé sans fin. Le romarin, Salvia rosmarinus, reclassé depuis Rosmarinus officinalis, supporte les zones 8 à 11 comme vivace rustique et les zones 6 à 7 avec protection hivernale ou en pot. Dans de bonnes conditions, il vit 20 à 30 ans. La première vraie récolte arrive en année 2. Plante, 5 à 10 $. L'acide rosmarinique, l'acide carnosique et l'acide ursolique dans les feuilles fraîches ont des données de CMI, confirmées contre S. aureus, E. coli et P. aeruginosa. Variable critique, l'acide rosmarinique se dégrade au-dessus de 40 degrés Celsius, avec des pertes jusqu'à 40% au point d'ébullition. Le romarin séché du commerce a été traité à des températures qui amputent en partie son profil antimicrobien. Ce bocal est une épice culinaire, un romarin frais infusé à froid dans de l'huile d'olive, ratio 1 pour 5, 4 à 6 semaines dans un endroit sombre, donne une préparation où la structure des composés reste intacte. Un extrait de romarin Gaia Herbs ou équivalent, 15 à 25 $ les 60 millilitres, tous les 2 à 3 mois. Le buisson récolté frais, 0, pendant 2 décennies. 4 plantes, 4 mécanismes distincts. Couverture antivirale, antibactérien contre le SARM, large spectre gram-négatif et perturbation du biofilm, chacun indépendant, chacun additionnel aux autres. La plupart des gens ont de la sauge en cuisine. Presque personne ne sait qu'elle fait mieux que la chlorhexidine. Salvia officinalis pousse dans les zones 4 à 8, donne des feuilles récoltables dès la première année et coûte 3 à 8 $ en jeune plant. Le composé actif, l'acide ursolique, un triterpénoïde pentacyclique, dissout directement les parois et membranes cellulaires des bactéries gram-positives. Une étude de 2024 dans Frontiers in Microbiology l'a confirmé par analyse protéomique 2D. L'acide ursolique provoque une altération mesurable de l'intégrité membranaire chez le SARM. Les pathogènes ciblés incluent
S. aureus, Streptococcus mutans, principal moteur des caries, et Enterococcus faecalis, cause fréquente d'infections buccales et urinaires résistantes au traitement. Une étude clinique comparant un bain de bouche à la sauge à la chlorhexidine, la référence pharmaceutique en rinçage buccal, a trouvé une réduction équivalente de la charge bactérienne orale. La chlorhexidine coûte de l'argent chaque mois et laisse un arrière-goût chimique. Une infusion de sauge issue d'un arbuste du jardin ne coûte rien et suit la même formule. 2 cuillères à soupe de feuilles fraîches dans une tasse d'eau bouillante, 15 minutes d'infusion, puis filtrée. Un détail annule l'effet s'il est raté. Récoltez les feuilles avant ou au début de la floraison. Une fois la sauge fleurie et son cycle terminé, la concentration d'acide ursolique chute nettement. Le moment de la récolte n'est pas optionnel, il détermine si la préparation contient encore le composé ou non. La lavande vraie, Lavandula angustifolia, c'est là que les idées reçues de la plupart des gens s'effondrent. Zone 5 à 8, vivace ligneuse, durée de vie de 10 à 15 ans, tolérante à la sécheresse une fois installée, première récolte de fleurs et de feuilles en année 2. Plan 5 à 12 $. Le linalol, 20 à 45% de l'huile essentielle de lavande, ne se contente pas de perturber les membranes bactériennes. Il se lie à Fab8, enzyme clé de la synthèse des acides gras chez E. coli et bloque le processus métabolique dont la bactérie a besoin pour construire sa propre structure cellulaire. Une étude de docking moléculaire, publiée en 2025, a confirmé directement cette interaction. CMI contre E. Coli à TCC 25922 dans des essais time-kill, 0,31% volume sur volume, avec un effet bactéricide dépendant de la concentration. Le résultat comme adjuvant change entièrement sa valeur pratique. À des concentrations sous-inhibitrices, l'huile essentielle de lavande a augmenté les zones d'inhibition pour tous les antibiotiques testés en combinaison. Gentamicine, ciprofloxacine, autres. Elle n'entrait pas en concurrence. Elle amplifiait. L'application topique sur de petites plaies ou infections cutanées, ou l'infusion dans de l'huile de jojoba au ratio 1:4 pendant 4 à 6 semaines, est la préparation qui met réellement le composé au contact. Un diffuseur parfume la pièce. Il ne délivre pas une concentration thérapeutique à un pathogène. Des marques comme Rocky Mountain Oils vendent l'huile essentielle de lavande 8 à 20 $ les 15 ml. L'arbuste, lui, produit des fleurs chaque saison pendant 15 ans. L'achillée millefeuille, Achillea millefolium, à l'amplitude de rusticité la plus large des 7, zone 3 à 9, se propage seule et vit 15 ans ou plus sans intervention. Première récolte en année 1, 3 à 6 $. Le nom Achillea vient d'Achille, qui selon Homère, utilisait la plante pour soigner les soldats blessés à Troie. L'étude de 2023 sur modèle de plaie, qui a montré qu'une huile essentielle d'Achillée à 2% faisait mieux que la phénitoïne, traitement pharmaceutique standard des plaies, n'a pas découvert quelque chose de nouveau. Elle a mesuré quelque chose d'ancien. Le détail de concentration n'est pas mineur. La même étude a testé l'Achillée à 3% et constaté une moins bonne fermeture des plaies qu'à 2%. Plus était objectivement moins bon. C'est une réponse d'Hormèse documentée. À concentration plus élevée, le composé supprime la signalisation inflammatoire nécessaire à la réparation tissulaire. La consigne pratique n'est pas la prudence, c'est la précision. 2% fonctionne, 3% ne fonctionne pas. L'achilline, la lutéoline et l'apigénine de l'achillée ont aussi montré une activité bactériostatique contre P. aeruginosa, l'un des pathogènes de plaie les plus résistants aux antibiotiques en milieu clinique, responsable d'infections chroniques non cicatrisantes dans les unités de grands brûlés et dans le soin des plaies diabétiques. L'application directe de feuilles fraîches en cataplasme sur de petites plaies est la préparation la plus ancienne. Une macération d'achillée dans l'huile d'olive au ratio 1:5 pendant 4 semaines en fait un topique conservable. Les teintures Herb Pharm, ou équivalentes, coûtent 12 à 20 $ les 30 ml. La plante se ressème et se multiplie toute seule. 7 plantes, un achat. Voilà à quoi ressemble vraiment le calcul sur 15 ans. Plan de sureau noir, 10 à 15 $. Mahonia, 10 à 20 $. Romarin, 5 à 10 $. Thym, 3 à 8 $. Sauge, 3 à 8 $. Lavande, 5 à 12 $. Achillée millefeuille, 3 à 6 $. Total, 39 à 79 $. Une seule fois, dans n'importe quelle pépinière locale ou chez des vendeurs en ligne comme Burnt Ridge Nursery ou Strictly Medicinal Seeds. L'alternative, acheter chaque année des équivalents partiels du marché. Le sirop de sureau Nature's Way revient à 80 à 150 $ par saison. La teinture de Mahonia Herb Pharm, 60 à 120 $ par an. Extrait de romarin, huile de thym, gélules de sauge,
HE de lavande, teinture d'achillée chez des marques comme Gaia Herbs ou Mountain Rose Herbs. Prudemment, 300 à 600 $ par an pour l'ensemble. Sur 15 ans, cela fait 4 500 à 9 000 $. Pour la même berbérine, le même thymol, le même acide rosmarinique, la même cyanidine, le même acide ursolique, le même linalol et la même achilline. Produits par des composés qui poussent dans le sol et n'envoient pas de facture. Ce n'est pas un argument contre la médecine. C'est un argument contre le fait de payer la commodité quand elle ne surpasse pas la source. En 2025, l'Office for Science and Society de l'Université McGill a publié une analyse critique des kits commerciaux de jardin médicinal, en notant à juste titre que la plupart des promesses marketing vont au-delà de ce que la science permet d'affirmer. Cette même analyse a confirmé que le sureau noir et le thym ont un véritable appui scientifique évalué par les pairs. La ligne de partage n'est pas nature contre pharma. C'est activité documentée des composés contre langage marketing, et toute cette liste a été bâtie sur cette distinction. La raison structurelle pour laquelle cette information n'atteint pas les grands médias santé est la même qu'au début. L'approbation FDA coûte 1 à 3 milliards de $. Cet investissement exige une exclusivité de brevet pour être récupéré. La berbérine, le thymol, l'acide ursolique, aucun n'est une molécule nouvelle. Aucun n'est brevetable. Donc aucune entreprise ne finance les essais à grande échelle, et sans essai, pas d'allégation à prouver, et sans allégation à prouver, pas de publicité en prime time. La recherche existe dans Frontiers in Microbiology, dans PMC, dans Journal of Ethnopharmacology. Elle n'a simplement pas de budget marketing. Pendant ce temps, le CDC signale 2,8 millions d'infections résistantes aux antibiotiques par an aux États-Unis et plus de 35 000 morts. L'antibiorésistance coûte 66 milliards par an dans le monde aujourd'hui et devrait atteindre 159 milliards d'ici 2050. Les dépenses américaines en médicaments ont augmenté de 10,2% en 2024 et continuent de monter. Deux tendances qui vont en sens inverse, hausse des coûts et baisse de l'efficacité. Et toutes deux s'accélèrent. Cette plante n'arrête pas l'antibiorésistance. Elle donne à un foyer un outil vérifié, sans coût récurrent, couvrant des usages antiviraux, antibactériens contre le SARM, de perturbation du biofilm, bucco, topique et de cicatrisation. Avec des données de CMI, pas du marketing. La seule décision qui coûte quelque chose, c'est la première. Après ça, la seule chose qui se cumule, c'est le jardin.